Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir Pascal. Bonsoir Sophie. Il est 19h, bienvenue à tous. À la une de l'actualité toulousaine de ce lundi 2 décembre, la colère des buralistes toulousains devant la fin des quotas sur le tabac importé d'Espagne et d'Andorre. La mobilisation des ambulanciers qui réclament l'annulation de la hausse de la TVA à 10% sur le transport sanitaire. Enfin, un week-end de sport pour les clubs toulousains et du beau spectacle, notamment au Stadium à Toulouse. Les limitations à l'importation de tabac en France, c'est donc fini, ou presque. Dès janvier 2014, les restrictions devraient voler en éclats. Voilà donc un nouveau coup porté à la profession des buralistes qui dénoncent là une véritable aberration. Ils sont encore 350 en Haute-Garonne et craignent pour leur activité. Il faut savoir que depuis 2004, 6000 bureaux de tabac ont fermé leurs portes en France. Jean-Marc Lucas. L'Andorre était la bête noire des buralistes au Garonnais. Désormais, l'Espagne le sera aussi. C'est Bruxelles qui, au nom de la liberté de circulation des marchandises, autorise tout à chacun à ramener en France jusqu'à 10 cartouches par personne d'Espagne. Vous vous rendez compte ce que ça fait si je prends un bus de retraités qui part d'un petit village, il va en Espagne, il revient... 50 personnes, ça fait 500 cartouches. C'est un bureau de tabac ambulant. Il va inonder son village. C'est les cousins, les beaux-frères, les belles-sœurs. Et le pauvre buraliste, qu'est-ce qu'il a à faire? Mais pendant un mois, il tire le rideau. Auparavant, les consommateurs ne pouvaient rapporter que 5 cartouches par véhicule. Il y a en moyenne 2,5 € d'écart entre le paquet français et le paquet espagnol. Mais pour les buralistes, ce n'est pas que l'Europe du Sud qui est inquiétante. On a fait faire un sondage la semaine dernière à Toulouse, ville étudiante, un ramasse paquets vides sur les trottoirs. Il a été à Toulouse ramassé 39% qui proviennent des pays étrangers. Ça provient des pays de l'Est. Et là, c'est encore plus dangereux pour la santé, mais ça, personne n'en parle, parce que dans ces paquets, il y a de tout sauf du tabac. Les 27 000 gérants de tabac en France, dont 2500 font partie de Midi-Pyrénées, tiennent le même discours. On ne demande qu'une chose, qu'il y ait une harmonisation de prix dans toute l'Europe, et puis ce produit qui est dangereux, il ne doit pas circuler. On ne peut pas circuler dans des malles de voiture des cartons et des cartons de cigarettes. Ou alors, moi je vais plus loin, si vraiment ce produit est dangereux, comme la ministre de la Santé le dit, eh bien quel est le courage de l'interdire en vente en France? Il rachète le traité de gérance et il n'y aura plus de bureaux de tabac en France. Et la prochaine pilule à avaler sera l'augmentation du prix du paquet de 40 centimes à partir de janvier 2014. Les ambulanciers mobilisés après Lille, Nancy et Lyon et à l'appel de la CNSA, la Chambre nationale des services d'ambulance, ils ont manifesté ce matin devant l'ARS, l'Agence régionale de santé, la Caisse primaire d'assurance maladie et la préfecture. Oui, Pascal, les ambulanciers qui exigent, je vous le rappelle, l'annulation de la hausse de la TVA à 10% sur le transport sanitaire. Ils redoutent que cette mesure ne tue leur activité et entraîne par là même la destruction de milliers d'emplois en France. Cette nouvelle augmentation de 3% de la TVA sur le transport sanitaire frappe de plein fouet des entreprises déjà fragilisées par le passage de la TVA de 5,5 à 7% en 2012. Les ambulanciers sont d'autant plus inquiets qu'ils ne peuvent pas récupérer la hausse de la TVA sur leur tarification. Selon la CNSA, 13 000 emplois sont menacés à court terme par cette surtaxe. Une mesure qui entraînera également la disparition des VSL, les véhicules sanitaires légers, indispensables à la chaîne des soins. La Caisse d'assurance maladie a mis le doigt sur une envolée du nombre de transports sanitaires. En fait, c'est faux. C'est une envolée des transports non sanitaires, c'est-à-dire que l'ambulance a globalement suivi la courbe de population. Le VSL diminue et va, à notre sens, vers une mort certaine si on ne prend pas des mesures importantes. Et par contre, c'est le taxi qui s'est envolé. L'assurance maladie a tendance à étrangler le transport sanitaire en France, ce qui fait que les patients ont de plus en plus recours à des moyens non sanitaires qui plus est sont plus onéreux et c'est au détriment de la caisse. Cela veut dire que la caisse d'assurance maladie prétend faire des économies. En fait, elle fait des économies en trompe-l'œil qui sont au détriment du patient et également à son propre détriment sur le plan pécuniaire. Des premières discussions ont été ouvertes mi-novembre avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Un protocole d'accord concernant les VSL prévoit que la CNAM prendrait en charge les coûts de la hausse de la TVA pour un montant annuel de 38 millions d'euros.
Ce protocole attend toujours la validation du ministère de la Santé. Une nouvelle réunion nationale entre la CNAM et les ambulanciers doit avoir lieu ce soir. L'augmentation de la TVA au 1er janvier 2014 n'a pas fini d'affoler les consommateurs et les corporations. En bref, la préfecture maintient son dispositif d'ouverture de places supplémentaires pour les sans-abri en période de grand froid, et ce jusqu'à mercredi. Je vous rappelle que Météo France prévoit des températures proches de 0 au cours des nuits prochaines. Il va faire froid. Il va faire très froid en effet. À l'instar de Paris, y aura-t-il un jour à Toulouse une carte orange pour les transports urbains? Eh bien, c'est en tout cas la volonté de certains élus. Un tarif unique pour un forfait métro, bus et TER. Ça pourrait voir le jour dans quelques mois ou dans quelques années, comme nous l'explique Joël Carreras, élu en charge des transports à la mairie de Toulouse. On l'écoute tout de suite. Et le besoin de l'usager, c'est d'avoir une offre lisible et plus simple, donc avec un titre unique, un tarif qui prenne en compte ses besoins de déplacement, la réalité des déplacements sur notre agglomération et plus largement sur la région. On a une idée de ce que pourrait coûter ce titre unique? On est encore en phase il faut le préciser, mais on n'est pas encore dans la phase définitive. Donc voilà, aujourd'hui c'est plus qu'une intention parce que voilà, on s'est fixé un calendrier, mais il sera naturellement attractif. C'est-à-dire qu'on met en œuvre à travers une conférence de ces 3 collectivités, que ce soit la région, le département ou le transport urbain, voilà, une politique commune. Et la loi qui va bientôt être définitivement votée prévoit justement qu'il y ait une coordination plus grande de ces autorités de transport. Donc vous voyez, avant l'heure, on est dans l'application de l'esprit de la loi. Politique toujours, c'est la nouvelle patronne d'Europe Écologie Les Verts. Emmanuelle Cos, sans grande surprise, a été investie nouvelle secrétaire générale de ELV au congrès du Parti écologique. C'était samedi à Caen. Probablement sous le coup de l'émotion, eh bien, la nouvelle secrétaire nationale des Verts a laissé échapper un lapsus lors de ce congrès en évoquant, je cite, le moment essentiel que constituent les élections municipales à venir dans la vie politique française. Ça peut arriver à tout le monde. Cette élue parisienne, ancienne présidente d'Act Up et qui succède donc à Pascal Durand, est une proche de Cécile Duflot. Quelle réaction chez les Verts toulousains suite à cette élection? Marie Larpan et Alain Sorat sont allés voir Antoine Maurice, candidat aux prochaines municipales. Emmanuelle Cos, c'est une femme qui est jeune, par son parcours à la fois très engagé, très radical à Act Up, mais aussi en responsabilité comme à la région Île-de-France. Elle est vraiment, je trouve, le symbole de cette écologie qui ne perd pas sa vision, son sens, sa radicalité, mais qui a aussi le souci de porter des solutions concrètes pour changer la vie à tous les niveaux. On veut être utile surtout pour le pays, donc on voit bien qu'aujourd'hui l'enjeu c'est de changer de cap. Il ne suffit pas de dire pour, contre le gouvernement, c'est surtout comment on crée les conditions de peser dans le débat et de réaffirmer la volonté d'un cap qui aille vers la transformation du modèle de développement, plus d'écologie, la transition énergétique, une fiscalité repensée, donc on est satisfait de l'annonce de Jean-Marc Ayrault, maintenant il faut aller au bout et aller vers une fiscalité écologique. Sur tous ces chantiers, effectivement, les écologistes ont réaffirmé leurs orientations ce week-end pour peser dans le débat politique. Nous vous en avons parlé dans nos précédentes éditions. L'Université du Mirail est en pleine mutation. Un vaste projet lancé en 1998 et qui prévoit la rénovation globale du campus dont l'État et la région sont les 2 principaux financeurs. Oui, et la semaine dernière, un resto U flambant neuf était inauguré. Gros plan ce soir sur les réalisations en cours et à venir avec Raphaël Baudouin tout de suite. Depuis 15 ans, l'Université du Mirail fait peau neuve. Actuellement, l'UFR d'Histoire, Archéologie et l'UFR Sciences, Espaces, Société sont en cours de rénovation et la Maison de la Recherche s'agrandit. Nous allons doubler les surfaces pratiquement pour nos laboratoires et nos plateformes technologiques. Ça, c'est tout ce qui est en train de se faire à partir d'aujourd'hui jusqu'en février 2015. Ensuite, à partir de février 2015, il y a toute une série d'autres projets, dont l'UFR des lettres, des équipements aussi pour les étudiants, qui vont, sportifs en particulier, qui vont aussi être édifiés. Pour la période 2007-2013, la région était le premier financeur avant l'État, à hauteur de 190 millions d'euros. Un nouveau restaurant universitaire a été construit, l'UFR de langue a été complètement rénové et pour les 6 ans à venir, un nouveau contrat plan a été signé avec un engagement encore très important de la région. J'ai pris l'engagement, y compris si nous devons faire l'avance pour l'État,
du financement de l'UFR de psychologie, qui est une opération à 35 millions d'euros et qui, je l'espère, pourra commencer en 2014. En tout cas, le dossier maintenant est prêt et Madame la rectrice a confirmé que l'État interviendrait, c'est 25 millions régions, 10 millions États. Vous voyez qu'on se partage les sommes. Parfois c'est l'État, parfois c'est la région qui est en tête. Tout ça, c'est l'effort en faveur de l'enseignement supérieur. Différents cabinets d'architecture ont été sollicités pour les multiples réalisations du Mirail, mais rapidement, la direction s'est aperçue du manque d'homogénéité dans les projets architecturaux. À partir de 2003, une ligne graphique a été établie. Nous avons missionné un cabinet d'architectes d'urbanistes pour définir des règles communes à suivre par l'ensemble des maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre sur l'Université de Toulouse de Mirail. Ce qui fait que l'architecte a une totale liberté, mais en même temps, il a un certain nombre de préconisations à suivre pour permettre d'avoir une harmonie de deux bâtiments lorsque le campus sera intégralement reconstruit. L'ancien restaurant universitaire devrait également être prochainement rénové. Il devrait accueillir l'école d'architecture. Retour dans le centre-ville, sur la place du Capitole, avec le marché de Noël. Vous l'avez remarqué, si vous déambulez autour des stands, ça sent bon. Le vin chaud et l'aligot, Sophie. Et oui, et à ce propos, tiens, Marlène Canal et Alain Sorat ont fait une découverte au sujet de cette spécialité que vous connaissez, Pascal, à base de pommes de terre, d'ail et de fromage. Certains vont être déçus. Entre deux chalets, ce sont les effluves de vin chaud qui vous happent, à moins que ce ne soit le fromage. L'aligot, ici, c'est une institution. C'est la 14e année qu'on vient. On a été les premiers sur le marché de Noël quand on avait au départ 30 chalets, il y a 14 ans. Le mythe de Noël s'est un peu effondré pour moi. On m'a dit que vous travailliez avec de la poudre. Alors on ne travaille pas avec de la poudre, c'est pas de la poudre, c'est du flocon de purée. La poudre c'est différent. Là c'est du flocon, on n'a pas le choix de toute façon au niveau des normes. Avec les quantités en plus qu'on passe ici, même 15 tonnes d'aligot, 18 tonnes d'aligot, je pense que ce serait infaisable de le faire avec de la vraie patate parce que ça représenterait des 3-4 000 tonnes de pommes de terre à éplucher. Voilà, donc s'il y a des volontaires, à 2 h du matin, on peut venir sur la place du Capitole pour ébouillir les pommes de terre et les éplucher. Et la tome, elle est fraîche? La tome, c'est frais, oui, c'est la vraie tome. Là, vous la voyez, hein, vous l'avez vue là. Et c'est une affaire qui roule. Ce traiteur réalise ici 55% de son chiffre d'affaires de l'année, malgré un loyer de 8 000 € par mois pour le chalet. Des jouets, une nourriture revigorante, des Pères Noël par milliers, la recette est intacte. On revient tous les ans, donc c'est pas toujours les mêmes, donc c'est agréable de pouvoir se promener, de ne pas voir la même chose tous les ans. Donc là, vous avez choisi quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai acheté une épée et un bouclier. Il est content? Ah oui, il est content, oui. Hein? T'es content, Julien? T'es content? Oui. Sous le grand soleil et avec le climat de Noël, du coup, ça permet de vivre un peu la magie de Noël avant l'heure. Et puis de voir beaucoup de produits régionaux et puis des gens qui permettent, comme le monsieur qui chante derrière permet de vivre un peu ce qu'on vivait quand on était enfant. Car ici, la star, c'est Christian, 55 ans de métier, c'est lui le vrai taulier, flatteur de ses dames à ses heures. Quand on me demande une chanson et tout, c'est que dans leur tête, c'est beaucoup de personnes âgées, bon, parce que j'ai beaucoup de guinguettes et beaucoup de personnes âgées me demandent de la guinguette. Ça leur fait du bien. Est-ce qu'il fait froid? Non. Non. Et puis rien que de vous voir, c'est un soleil, mademoiselle. Cette 14e édition fermera ses portes le 26 décembre. On ouvre une page de sport avec un week-end de ski dans les Pyrénées. Les amateurs de glisse s'en sont donnés à cœur joie. Les stations ont ouvert leurs pistes un peu plus tôt cette année et ont fait le plein tout le week-end malgré un samedi plutôt morose. Eh oui, notez plutôt, plus de 21 000 skieurs sur ces 2 jours dans les stations de Peyragudes, Pio, Grand Tourmalet, Cauterets, Luzardiden, Gourette et la Pierre Saint-Martin, dont 5287 skieurs au Grand Tourmalet, la plus grande de ces stations. Ces stations qui seront ouvertes le week-end prochain. Ça va farter, comme on dit, Pascal. Et à Toulouse, pas de neige ce week-end, mais une avalanche de buts au stadium quand même. Une fois n'est pas coutume, le TFC a corrigé Sochaux, c'était samedi soir. Et dans le même temps, le Stade Toulousain, lui, a subi une nouvelle défaite. À l'extérieur, les hommes de Guinovet se sont inclinés à Grenoble. Enfin, l'US Colomiers Rugby, intraitable au stade Bendichou contre Narbonne, c'est de la Pro D2. Résumé de ces rencontres avec Samuel Prière. 5 buts inscrits dans la même rencontre. Le TFC n'avait plus vécu ce scénario depuis 27 ans. Victorieux de Sochaux, 5 buts à 1. Les joueurs d'Alain Casanova ont assuré le spectacle devant une poignée de spectateurs. L'homme du match, assurément, c'est Wissam Ben Yedder, auteur d'un triplé.
Je vous l'ai déjà dit, Wissam, il a beaucoup de talent. Après, c'est un jeune joueur, c'est sa 2e saison. Je me préoccupe pas pour lui, je sais qu'il mettra ses 15 buts cette saison encore. 15 buts, cela pourrait bien aider le TFC à rejoindre la première partie du classement. Les Violets sont pour le moment 12e de la Ligue 1 avant d'affronter Lyon à Gerland dès jeudi. Moins de réussite ce week-end pour le Stade Toulousain en déplacement à Grenoble. Malgré de jolis mouvements et 2 essais de Guir et de Médard, les Rouges et Noirs ont payé leur indiscipline. Défait 25-18, les joueurs de Guinoves terminent la phase allée du championnat sans avoir remporté la moindre victoire à l'extérieur. C'est une première dans l'histoire moderne du club. Les Toulousains sont néanmoins 2e du top 14 avec 36 points. La Pro D2 et l'US Colomiers Rugby parfaitement dans le rythme. Vainqueurs de Narbonne 32-16, les joueurs de Bernard Gouta ont maîtrisé de bout en bout cette rencontre. On avait bien préparé ce match-là, donc on est content pour une fois de faire de bonnes mi-temps. Donc maintenant à nous de continuer comme ça pour essayer de grappiller des points. On a beaucoup bossé, ça fait 3 semaines qu'on bosse beaucoup le secteur de la mêlée et des touches. Et ça commence à payer petit à petit, donc on est très satisfait de ça et il faut continuer à travailler comme ça. Voici l'US Colomiers Rugby 7e de cette Pro D2. Avec 6 pénalités et 2 transformations, coup de chapeau à David Scrella, auteur de 22 points samedi. Avant de se quitter, un mot de culture. 15 ans après l'auberge espagnole et 10 ans après les poupées russes, le dernier opus de Cédric Klapisch sort mercredi dans les salles. Casse-tête chinois ou les nouvelles aventures de Xavier devenu Quadra. On le retrouve avec Wendy, Isabelle et Martine à New York cette fois. C'est le dernier volet de la trilogie. Oui, et le réalisateur sera dans Courrier Sud demain avec Greg Lamazère et Jean-Marc Lucas. On écoute un extrait de son interview réalisée lors de son passage à Toulouse. Je me dis que si j'en fais un 4e, ce sera dans 10 ans, donc je verrai dans 10 ans si ça vaut le coup, si ça vaut le coup. Mais là, je l'ai vraiment conçu comme si c'était la fin et comme si c'était une trilogie, donc pour moi, effectivement, c'est clos. Quand on a 20 ans, finalement, c'est assez joli à regarder, mais il y a beaucoup d'angoisse quand on a 20 ans. Et je pense qu'en vieillissant, on perd des choses, parce qu'on perd sa jeunesse notamment, mais on gagne des choses qui sont justement la maturité, l'expérience, qui vous amènent quand même moins d'angoisse et plus de maturité, de sérénité. On a l'impression quand même que c'est une sorte de chaos, la vie de votre personnage. Je suis ici à New York pour pouvoir vivre à côté de mes enfants, que j'ai eu avec une Anglaise qui s'est installée ici, avec un Américain. J'ai un enfant avec 2 lesbiennes. Tu seras pas obligé d'être un papa au sens classique du terme. Il cherche pendant tout le film à comprendre ce qui lui arrive et ce qu'il fait lui-même. Oui, c'est-à-dire qu'il est quand même victime du chaos, qui n'est pas juste sa vie à lui, c'est l'époque qui est assez chaotique de mon point de vue. Mais il comprend, enfin bon, je ne vais pas raconter l'histoire, mais en tout cas, le fait d'avoir une vie chaotique, c'est aussi quelque chose qui rend enthousiaste. C'est-à-dire qu'une vie où il ne se passe rien, c'est quand même ennuyeux, et lui, il ne se passe pas rien. La vie, elle est pas si compliquée. Enfin, regarde la mienne. Bah, ça se voit que t'as jamais vécu en Chine. J'ai compris en faisant l'auberge espagnole que parce qu'il y avait la voix off de Xavier, il écrit sa propre histoire et donc on est dans sa tête, que à la fois c'est très réaliste, moi j'ai envie qu'on raconte ça dans un univers réaliste et naturaliste, mais comme on est dans sa tête, des fois il y a des fantasmes, des fois il y a des pensées, des fois il y a des dérapages qui font qu'il y a toujours un peu les deux langages, c'est-à-dire que c'est ni complètement surréaliste, ni complètement réaliste. Et oui, la crise de la quarantaine, on passe tous par là, non ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée Pascal. Allez vous mettre au chaud Sophie. Merci, demain c'est Jean-Marc Lucas et François Guin, le jeune papa que vous retrouverez en direct à 19h pour un point complet sur l'actualité toulousaine. Excellente soirée sur TLT.